On a fait beaucoup de chemin depuis la Commission royale d'enquête sur la situation des femmes au Canada il y a 50 ans. Si une telle commission devait se tenir aujourd'hui, quelles seraient ses recommandations sur les combats à livrer en priorité et les actions à mettre en œuvre pour atteindre l'égalité? On a convié des femmes de conviction à en débattre avec nous. Aujourd'hui, le corps et la sexualité. Bienvenue à Féministes à table. Bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue à Féministes à table. Aujourd'hui, en compagnie de nos invités, on va s'intéresser au corps et à la sexualité comme enjeu féministe. Alors, je vais vous les présenter sans plus tarder. Rachel Chagnon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut de recherche et d'études féministes et professeure en sciences juridiques à l'UQAM. Merci d'être avec nous. Chloé Savoie-Bernard, vous êtes candidate au doctorat en littérature à l'Université de Montréal. Vous êtes aussi l'autrice de 2 recueils de poésie, entre autres choses. Bonjour, merci d'être là. Lily Boisvert, bonjour. Vous êtes journaliste, animatrice. Vous avez signé l'essai « Le principe du come shot », le désir des femmes sous l'emprise des clichés sexuels. On va s'y intéresser, entre autres, aujourd'hui. Merci d'être là. Et Aurélie Lanctot, rédactrice en chef de la revue Liberté, chroniqueuse au Devoir. Vous faites aussi actuellement une maîtrise en droit. J'ai fini même. Vous avez fini! Oh, on a un scoop. Oui. Félicitations. Merci. Et merci d'être avec nous. Alors, mesdames, de tout temps, le corps a été soumis à des injonctions, des lois intrusives, des standards irréalistes, des instruments pour l'amincir, l'épiler, le dompter. Puis en même temps, le corps, c'est aussi un moyen d'expression, un outil de revendication, une source de plaisir, forcément. Donc, on a cette dualité-là. C'est un terrain de jeu le fun, puis en même temps, c'est un champ de bataille idéologique, juridique, social, politique. De quoi est-ce que vous aimeriez libérer le corps féminin? À vos yeux, qu'est-ce qui est le plus urgent d'abolir comme contrainte, comme tabou, comme dictat qui pèse sur le corps des femmes? Qui se lance? Lily. C'est ça que si j'avais le choix, je dirais les inégalités par rapport à la pression sur le corps que les femmes ont versus les hommes. C'est-à-dire que on aime beaucoup, ces dernières années, dire que les hommes ont aussi de la pression sur leur apparence physique. Et c'est vrai, je ne nie pas que c'est le cas. Et c'est vrai qu'au cours des dernières décennies, la pression a augmenté sur tout le monde. Mais elle a quand même augmenté plus sur les femmes. Les dernières statistiques sur les chirurgies esthétiques montrent que oui, il y a plus d'hommes qu'avant qui font de la chirurgie esthétique, mais il y a la croissance des femmes qui font des chirurgies esthétiques augmente plus rapidement que celle des hommes. Et déjà, les femmes partaient avec une pression beaucoup plus élevée que les hommes. Donc, on n'est pas en train de tendre vers l'égalité, on est en train juste de tout le monde avoir plus de pression et les femmes continuent à en avoir vraiment beaucoup plus. L'écart continue à se creuser. Oui, ça continue à se creuser. Puis je veux dire, on n'est pas encore rendu à une époque où les hommes se maquillent autant que les femmes, les hommes ne font pas l'entretien de leur poids de la même manière non plus. Donc, oui, je suis d'accord, on valorise les hommes pour leurs muscles très souvent, puis il y a plein de comptes Instagram de fitness pour les hommes. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais ils sont moins suivis que les femmes, encore une fois. C'est encore quelque chose qu'on attend des femmes, principalement, qui s'intéressent à leur apparence physique. Puis c'est ce qu'on valorise en premier chez une femme. Et ça, c'est très, très dommageable pour l'estime personnelle des femmes qui sont limitées par ça, qui ne peuvent pas justement se dire « Ah, ben peut-être que moi, je ne suis pas belle, mais je suis drôle. Peut-être que moi, je ne suis pas belle, mais je suis intelligente. Peut-être que moi, je suis pas belle, mais j'ai un talent. » Le temps, l'énergie, l'argent qu'on met là-dedans et qu'on pourrait consacrer à autre chose, comme développer un propos, une profession, des intérêts, des loisirs. Si je vous pose la question, à vous, les contraintes, les dictats, les injonctions dont vous aimeriez libérer en priorité le corps des femmes. Chloé? Oui, on dirait que je pense que j'aimerais libérer l'idée de la femme réceptacle, que la femme reçoit toujours le plaisir et toujours passive dans toute situation. J'aimerais que la femme aille de l'avant, les femmes aillent de l'avant dans leur plaisir, dans la vie, dans leurs paroles. Tu sais, le silence, c'est très féminin, puis ça vient du corps aussi. Puis j'aimerais que
on brise ça, tu sais, qu'on parle, puis qu'on crie, puis qu'on jouisse d'une manière libre et libérée. Quelque chose comme ça. Vous avez dirigé un recueil de textes intitulé Corps. Oui. Et dans ce recueil-là, vous écrivez « Je suis obsédée par l'idée du corps. J'en parle dans tous mes textes, parfois même malgré moi. Et je cherche dans les livres que je lis à voir quelle est l'expérience du corps pour d'autres écrivains. » Pourquoi est-ce que ça vous obsède autant? Qu'est-ce que vous avez besoin d'exorciser dans votre rapport, peut-être, à votre propre corps? Ben, c'est sûr que je suis une jeune femme racisée. Je peux pas y échapper. Puis j'ai tout le temps l'impression que ça fait obstacle à mon propos, que mon corps fait obstacle, en fait, à la validité de mes idées. De quelle façon? Je sais pas, je pense qu'on s'attend pas de moi que je sois une femme intelligente. J'ai pas, tu sais, ça m'arrive souvent. Ah, t'es doctorante. Ah, t'es écrivaine. Tu sais, les gens connaissent parfois mon nom, mais n'arrivent pas à associer mon nom à ce que je projette en fait. Puis ça, je trouve ça toujours douloureux. Puis maintenant, tu sais, je le désamorce, mais il y a quand même quelque chose comme ça qui se joue et se rejoue encore. Tu sais. Puis c'est ça, voilà. Donc ça m'obsède. Ça m'obsède. Puis pourquoi est-ce que c'est une matière riche pour de la poésie? Ben, je ne sais pas pour de la poésie particulièrement, mais pour la littérature en général, parce que dans la littérature, justement, on n'est pas médiatisé par le corps. J'y échappe à mon corps dans le texte, dans l'écriture. Les gens, en même temps, j'en suis prisonnière parce que je viens de dire le contraire. Je pense que c'est assez contradictoire, mais j'aime le fait que, justement, tu ouvres un livre, puis tu sais pas que c'est moi. J'ouvre un livre, puis je sais pas le visage de l'auteur. J'ai vraiment juste accès au texte, à la matière. Ouais. C'est intéressant. La pression de bien paraître, vous l'avez mentionné, Lily, elle s'est certainement accentuée avec l'avènement des réseaux sociaux. En même temps, les réseaux sociaux, ça donne une visibilité peut-être sans précédent à des nouveaux modèles, à de la diversité corporelle. Est-ce que, à votre avis, il y a de l'espoir qu'on puisse s'affranchir de la dictature du corps parfait par l'intermédiaire de mouvements comme ceux de la diversité corporelle ou contre la grossophobie? J'ai un doute. Vous avez un doute, Rachel Chagnon. Je suis mitigée parce que on voit arriver justement une certaine idée de la diversité corporelle, mais vous remarquerez, bon, en ce moment, il y a les fameux mannequins taille plus. Elles représentent une certaine diversité, quoique celles qui habillent le plus, elles habillent 14. On est loin de l'obésité encore, là, mais par rapport au double zéro, c'est quand même une grande différence. Mais elles sont jeunes, elles sont extrêmement photogéniques, elles ont des lèvres pulpeuses, elles ont des formes de pin-up. Donc, on est encore dans une certaine injonction à la beauté, mais qu'on a un peu retravaillé et diversifié. En fait, on est revenu quelque part au standard des années 50 avec les femmes avec un peu plus de forme, mais les bonnes formes aux bonnes places. Les micro-tailles, mais tu peux avoir des fesses, tu peux avoir des seins, ça, pas de problème. Mais ta taille doit être minuscule. Ou tu dois être jeune, tu dois avoir un teint clair et pas de rides. Alors, l'injonction reste toujours à certains niveaux. On peut être plus enveloppé, plus ronde, mais on doit être jeune et tonique. On peut être plus vieille parce qu'on voit des mannequins plus âgés, mais il faut être mince et élégante et il faut porter le talon haut d'une manière extraordinaire. Donc, l'injonction nous rattrape toujours d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est mon constat, personnellement. L'injonction nous rattrape toujours. Est-ce que vous posez le même regard, Aurélie? Complètement. Moi, je suis complètement ambivalente aussi par rapport au mouvement sur la diversité corporelle. En même temps, bien sûr que je trouve ça le fun qu'on voit des corps qui sont différents et que ce soit de plus en plus vrai dans la culture, y compris dans la culture de masse. C'est évidemment une bonne nouvelle. Mais il y a le fait qu'on ne s'émancipe jamais du rapport au corps. On reste là-dedans. On reste dans l'idée que c'est le corps qui est mis avant tout. Mais même là, j'ai envie de me contredire moi-même en disant, en même temps, c'est important de pouvoir incarner les formes de domination. Je ne sais pas si c'est clair, mais en ce sens que souvent, on a cette idée que, oui, les femmes sont avant tout un corps, mais la féminité, en même temps, on refuse qu'elle soit dans un corps qui est réel, qui est matériel, qui a ses limites. L'oppression, le capitalisme travaille les corps avant tout. Il faut pouvoir objecter la réalité de la chair à cette exploitation-là. Et puis ça, je pense que c'est donc important de mettre de l'avant la question du corps. Après, quand on le fait à travers des mouvements un petit peu bon enfant de diversité corporelle qui présentent toujours le même type d'image, toujours un peu plus léché, mais avec des corps différents, je ne sais pas si on est vraiment au maximum de la subversion, si on veut. Qu'est-ce que vous voulez dire par la réalité de la chair qu'il faut utiliser, qu'il faut critiquer quand on critique le capitalisme, par exemple? Mais, par exemple, lorsqu'on va parler des souffrances des travailleuses, okay, je prends cet exemple-là, qui travaillent avec un bas salaire, ces femmes-là, avant tout, ressentent l'exploitation dans la chair. C'est ça qui dans arrive. leur douleur physique. Absolument. Alors que
on est dans un système économique qui nous pousse à nous abstraire complètement des limites du corps. Rappeler ça, c'est déjà un lieu de subversion, à mon avis. C'est déjà un geste qui est subversif. Et je pense que c'est pas du tout un hasard si on voit toute une littérature qui va s'intéresser au corps. Le travail de Chloé en témoigne aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un moment, peut-être tu pourras sans doute en parler mieux que moi, dans la littérature pour ce retour au corps, pour cet intérêt pour l'incarnation par le texte. Et c'est pas anodin dans le contexte, je crois. Ouais. On voit que le corps, ça suscite beaucoup d'ambivalence déjà, on le sent dans nos discussions. Je vous ramène à un épisode récent de l'actualité artistique, le spectacle du Super Bowl en mettant en vedette J.Lo et Shakira, que je trouve fort intéressant parce que ça met en lumière cette ambivalence-là, ce paradoxe-là. Quand des femmes artistes se mettent en valeur ou, je ne sais même plus comment dire, assument leur sexualité ou, bref, utilisent leur corps d'une manière qui pourrait être jugée comme étant suggestive, elles sont à la fois célébrées et à la fois critiquées. Comment est-ce que vous recevez ces débats-là, chacune? Chloé? Moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que, mettons, sur mon Facebook, j'avais les féministes blanches, j'avais les non-féministes, j'avais les féministes noires, puis de voir comment cette question-là polarisait les différents groupes de personnes, puis que chacun, en faisait une lecture qui était toujours politique, mais toujours différente. Parce que des fois, chez les féministes blanches, c'était comme, on la critique parce qu'elle est sexualisée. Chez les féministes latinas, c'est comme, c'est la femme latina. Chez les féministes noires, c'était comme, Janet Jackson, personne n'a défendu, ce qui est vrai aussi. Donc, moi, j'arrivais pas à prendre position parce que j'étais comme tout le monde a raison. Puis, mais en même temps, j'étais fascinée parce que la politisation était toujours différente selon les intervenants puis leur background, leur identité. Parce que même si on célèbre J.Lo, Shakira, puis on pourrait donner plein d'autres exemples, même si on les célèbre, on est encore en train de parler de leur courbe, de leur corps, de leur sexualité. Je vous vois hocher de la tête, Lily. Mais oui, c'est ça. On est comme pris entre l'arbre et l'écorce, en quelque sorte, parce que d'un côté, on veut pas faire de slut-shaming, on veut pas dire « Ah, elle devrait se couvrir, elle devrait pas montrer son corps comme ça ». Puis d'un autre côté, si on encense, puis on est comme « Ah oui, c'est beau parce que ces femmes-là assument leur sexualité ». Puis ça, on entend beaucoup « Ah oui, une femme qui se montre, elle assume sa sexualité ». Non, ben oui, mais non, dans le sens que la sexualité d'une femme se résume pas à son apparence physique, c'est aussi les expériences qu'elle vit et surtout, c'est le désir qu'elle va ressentir, pas le désir qu'elle veut éveiller chez les autres. Ça peut en faire partie, mais réduire la sexualité féminine à ça, c'est tellement biaisé, selon moi, puis c'est exactement ce qu'on veut dans un système où on opprime les femmes. On veut que les femmes, leur sexualité, ce soit d'essayer d'éveiller le désir des autres et jamais d'être dans leur propre désir à elles. Donc, il y a ce problème-là entre mais comment... la glorification de la libération du corps et le slut-shaming, puis le fait de vouloir enfermer les femmes parce qu'on veut pas dans non la plus, pureté parce que aussi. peut-être que c'était pour elle-même une source de plaisir Ben oui, et de absolument, joie et absolument. d'exubérance. Et qui sommes-nous pour le juger? Bref, c'est très complexe. Chloé, vous avez participé au projet photographique de Womanhood Project, un projet magnifique où des femmes se font photographier partiellement nues ou en petite tenue. Dans votre cas, vous aviez accompagné les photos d'un texte bouleversant sur votre corps. Oui, vous parliez de santé mentale, vous parliez de haine de soi, vous parliez d'habiter votre corps de femme noire. Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à ce projet-là? En fait, c'est drôle parce que c'était tellement un beau moment. Je veux dire, le moment en tant que tel avec Cassandra Cachero puis Sarah Heini, les deux personnes qui portent ce projet à bout de bras de manière complètement bénévole, by the way. C'est un moment juste lumineux, c'était un moment vraiment facile de... Tu sais, je veux dire, c'était pas compliqué, c'était pas du tout douloureux, là, c'était vraiment juste de la liberté, puis c'était comme des copines. Mais par contre, le texte, l'écriture du texte, je l'ai ruminé pendant un été de temps, en fait, parce que j'étais comme, comment je vais pouvoir justifier en tant que femme qui a une ambition universitaire de me mettre tout nu? Puis c'était vraiment important pour moi, qui finit mon doctorat, qui va avoir un poste à l'université, de justifier ça, parce que je me disais, est-ce que ça va me nuire? J'avais des entrevues dans les universités, puis j'étais comme, est-ce qu'on va me le remettre sous le nez? Puis j'étais comme, mais si jamais j'ai une place à l'université, je vais être une enseignante comme ça, je vais être une académique comme ça, qui assume le fait que j'ai une présence corporalisée, puis que ma présence corporalisée de femme noire est toujours politique. C'est très politique pour moi. Tu sais. Puis en même temps, historiquement, la nudité des femmes a été utilisée, que ce soit dans l'art, dans la publicité, etc., pour réduire les femmes à la condition d'objets sexuels passifs. Et le féminisme a tenté de nous affranchir de cette condition-là, de faire de nous des sujets qui pensent. Vous, la nudité, elle vous a servi à quoi dans ce contexte-là? Ce contexte-là est un contexte, pour moi, de nudité non sexualisée. C'est aussi ça, c'est de dire...
c'est un corps qui est nu, mais il n'est pas automatiquement là pour être dans un acte sexuel. Genre, c'était ça aussi pour moi qui est important, puis c'est ça aussi que porte ce projet-là. Je pense pas que c'est mon expérience personnelle, mais celle du projet, puis je trouve ça super important. Tu sais, c'est aussi l'idée qu'un corps nu féminin est automatiquement là pour la sexualité, ce qui n'est pas vrai de la nudité, c'est pas nécessairement... Mais c'est intéressant parce qu'on pourrait faire le parallèle avec tout le débat sur le droit d'allaiter en public. Où est-ce qu'une femme qui s'expose, ceux que ça choque, c'est parce qu'ils considèrent qu'un corps de femme exposé est automatiquement sexuel. C'est un peu... Bien, est-ce qu'on peut faire un sein parallèle? est sexuel. Tu sais, bon, le corps féminin est sexuel, mais à l'intérieur du corps féminin, le sein est particulièrement sexualisé. D'ailleurs, tous les débats qu'il y avait eu sur Facebook à ce sujet-là étaient extrêmement intéressants, où il y avait eu des femmes qui se faisaient poser en train d'allaiter, leurs photos ont été censurées. Pendant ce temps-là, on avait des jeunes femmes qui s'étaient faites poser dans des poses très subjectives parce que, bon, et elles, leurs photos n'avaient pas été censurées. Puis il y avait toute la question à comment on met le sein en scène. Et toute la question, ça revient à la question, est-ce qu'on peut regarder le corps féminin en ne le voyant pas un objet sexualisé? Puis là, il y a un enjeu culturel aussi. En Amérique du Nord, le corps féminin est beaucoup plus sexualisé que dans d'autres cultures. Si on va, par exemple, dans les cultures européennes, en Allemagne, au Japon, le corps féminin est pas autant sexualisé, c'est très différent. La nudité n'est pas vue de la même façon. En Allemagne, le nudisme est très répandu. C'est presque traumatisant si on va dans un spa puis que la personne arrive en costume de bain. Tout le monde est traumatisé. Donc, c'est... Le sein féminin est sexuel parce qu'on le réserve aux espaces de la sexualité. On veut le voir dans la pornographie puis on veut le voir dans une chambre à coucher. Hors de ces lieux, il n'a pas le droit d'être vu nulle part. Il ne peut pas être sur les réseaux sociaux, il ne peut pas être à la piscine, il ne peut pas être au spa. Je veux dire, il est sexuel parce qu'on le cantonne. Non, il y a un fétichisme du sein. Ça, c'est un fétiche, exactement. Puis il est particulier à l'Amérique du Nord. Parce que quand on sort de l'Amérique du Nord, on est dans un autre cas de figure. Mais de toute façon, le rapport... L'Amérique du Nord, Hollywood, a vraiment participé à créer un rapport au corps des femmes absolument irréaliste, le rapport au poil, le rapport au sein, le rapport aux fesses. C'est construit à partir d'une image qui a beaucoup été mise de l'avant par le cinéma, particulièrement par le cinéma fait aux États-Unis. Oui. Il y a quelque chose, en fait, qui est d'une grande hypocrisie parce que si on regarde la quantité d'industries qui font de l'argent avec la nudité et la mise en scène de la sexualité des femmes, et ce qu'on constate, c'est que ce qui dérange, c'est quand les femmes décident elles-mêmes de représenter leur corps. Puis le cas de ton texte puis de ta participation au Womanhood Project, c'est exactement ça. Puis moi, j'avais lu ton texte que j'avais trouvé vraiment bouleversant, puis j'aimais bien cette idée de « Ah oui, j'ai envie que vous essayiez de le retenir contre moi. » C'est cette idée-là de dire « ben OK », puis ça force à la personne qui voudrait effectivement, ou enfin l'institution qui voudrait le retenir contre une femme qui a choisi de mettre en scène sa sexualité, de le justifier. Et quand tu te vois essayer de le justifier, c'est là que tu constates l'hypocrisie. C'est de dire, OK, en fait, ce que j'aime pas, c'est que tu aies choisi d'utiliser ton corps, tu as choisi de montrer ton corps sur le jour que tu voulais toi-même. Et puis ça, moi, à mon avis, il y a une grande force politique dans ce genre de geste-là. Puis les femmes le font de plus en plus. Je remarque, je voyais cette semaine une photo, une affiche promotionnelle de Cœur de pirate pour son nouvel album. Et elle disait, elle a posé nue en disant, ben maintenant, j'utilise moi-même ce pourquoi vous avez essayé de me faire taire ou de m'humilier il y a 15 ans, quand effectivement, il y avait eu des photos d'elle nue. Parce que si le corps peut être un territoire d'oppression, il peut éventuellement être un territoire d'émancipation. Merci pour votre participation à ce premier volet de notre discussion. Dans la série documentaire que vous pouvez voir sur Savoir Média qui s'intitule « 50 ans d'avancée des femmes de la commission Byrd à MeToo », vous pouvez voir l'animatrice Rebecca Derasme interviewer toutes sortes de gens connus et moins connus. Je vous propose de regarder un extrait où elle s'entretient avec Joëlle Dalpé, qui est coordonnatrice en milieu scolaire et où elle parle de sexualité à des jeunes hommes et des jeunes filles. On regarde. Ils ont les mêmes questionnements. Ah, j'ai hâte d'être en amour. Est-ce que ma première fois, comment ça va se passer? Les questionnements n'ont pas tant évolué avec le temps. Puis j'ai l'impression que si on faisait la même entrevue dans 20 ans, je répondrais sensiblement la même chose. Là où c'est difficile, c'est au niveau des médias sociaux et tout ce qui les entoure. Le chatting, les Snapchat et compagnie, les applications de rencontres. Ça amène une difficulté au niveau, je trouve, des habiletés sociales quand on arrive dans la réalité. La pornographie, la même chose. On arrive avec des jeunes, très jeunes, de 12, 13, 14 ans, qui ont accès à une panoplie d'images, de scènes, de contextes sexuels qui ne sont pas adaptés à leur âge.
Alors, comme le dit Joëlle Dalpé dans l'extrait qu'on vient de regarder, elle nous parle de l'environnement médiatique et l'environnement technologique dans lequel la sexualité s'exerce et ça a changé du tout au tout. Avec les applis de rencontres, le sextage, l'accessibilité de la pornographie, ça crée un tout nouveau cadre. Est-ce que c'est un cadre qui facilite les rapports sexuels égalitaires ou qui les complique? Lily, je vous regarde. Être féministe sur Tinder. Qu'est-ce que ça dit? Je pense que Tinder est un lieu où il y a beaucoup de sexisme qui survient. Après ça, moi, je suis curieuse parce que c'est quand même récent dans nos vies, les réseaux sociaux, puis les applications de dating et tout. Moi, je serais curieuse dans 10 ans, est-ce qu'on va voir des transformations au niveau du genre? Parce que ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait qu'il faut que tout le monde swipe, comme les deux parties disent « Ah, toi, tu me plais ». Donc, il y a comme personne qui fait le premier pas au départ. Puis il y a même des applications qui demandent à la femme de faire les premiers pas, Bumble notamment. Et donc, je me demande, est-ce que dans la séduction, ça vient brouiller un petit peu les rôles de genre et les stéréotypes? Pas sûr encore que c'est le cas. J'ai l'impression qu'on reste quand même dans la séduction classique, pour le cas des hétérosexuels en tout cas. Dans votre livre, Le principe du cum shot, vous parlez de pornographie, vous citez des données qui montrent que dans la pornographie, il y a de plus en plus d'images, en fait, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus d'humiliation envers les femmes. Oui, il y a des chercheurs qui ont noté justement ils ont pris les 50 vidéos porno les plus achetées sur le web et ils ont noté à 20 ans d'intervalle, je pense justement, chaque fois qu'il y avait un acte de violence physique ou verbale. Et je pense qu'on était à 75 dans les années 90 puis qu'on est rendu à 90 de gestes qui ciblent les femmes. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, ça l'a augmenté. Parmi les vidéos les plus regardées. Les plus regardées. Donc, c'est ce que les gens recherchent. Oui. Comment vous expliquez ça? C'est dur à expliquer, mais ma théorie, c'est qu'on a voulu faire un contrepoids au fait que les femmes avaient plus d'impact dans la société économique et politique au cours des dernières décennies. Notre pouvoir a augmenté dans la société, donc il fallait trouver un moyen de nous ramener à la soumission. C'est une expression du par la ressac sexualité. antiféministe. Oui, exactement. J'ai cette impression-là. Puis quand on regarde plus en amont dans l'histoire, je me rappelle d'avoir lu des textes sur des féministes qui disaient « Ah, on veut avoir le droit d'être des avocates, on veut avoir le droit d'être des médecins. » Et elles se faisaient répondre, ces féministes-là, à l'époque, se faisaient dire « Ah, mais vous savez, si vous devenez avocate, les femmes, si vous pouvez faire les mêmes professions que les hommes, la séduction va plus opérer entre nous. On pourra plus avoir de désir l'un envers l'autre. » Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça encore aujourd'hui. C'est comme, il y a un prix à payer. Il faut ramener les femmes à une soumission à tout prix. L'égalité menace le désir. Oui, on a cette idée-là. Cette idée-là. Mais visiblement, il y a plein d'avocates, il y a plein de médecins aujourd'hui, puis je crois qu'elles ont des sexualités épanouies. Bien, justement, à quoi ça ressemble, à vos yeux, à vous, une sexualité libre et égalitaire? Bien, je pense qu'il faut en premier sortir du cadre uniquement hétérosexuel où ces dynamiques-là d'égalité se jouent pour moi, où j'ai l'impression différemment que dans des relations entre femmes ou entre hommes. Parce que oui, il y a toujours des rapports de pouvoir dans des relations homosexuelles aussi, mais sont quand même différents, sont quand même déplacés. Fait que, mais à quoi ressemble une relation égalitaire? Je sais pas, je l'ai jamais vécue. Mais je pense que les rapports de pouvoir se refont malgré nous pernicieusement. Je veux dire, les hommes féministes sont pas à l'abri, les femmes féministes sont pas à l'abri. Je suis assez pessimiste face à ça. Rachel Chagnon, êtes-vous tout aussi pessimiste? Est-ce que ça se vit de façon libre et égalitaire, la sexualité? Bon, est-ce qu'on peut vivre une existence libre et égalitaire pour tous? Je rejoins ma voisine dans l'idée que les rapports de pouvoir vont toujours exister. Peut-être qu'une société plus égalitaire serait une société où les rapports de pouvoir seraient répartis d'une manière un peu plus aléatoire, où on ne pourrait pas d'avance savoir qui est dans le rapport qui est du côté positif du rapport de force et qui est du côté négatif. Ce qu'on retrouve dans la sexualité hétéronormative telle qu'on la connaît et qu'on la représente, c'est que le rapport de force est distribué pas mal toujours de la même manière entre les deux personnes, où vraiment, puis je partage aussi l'avis de Lily, l'intimité, il y a comme un ressac de l'égalité à l'intérieur des rapports intimes hétérosexuels où, visiblement, il y a un mélange de culpabilisation, de retour, de bâton qui fait en sorte que ce qu'on constate, c'est que dans l'intimité, les rapports égalitaires hommes-femmes sont
sont vraiment problématiques souvent. Sur le plan de la sexualité? Ben, en fait, dans ce qu'on voit dans la représentation médiatique de la sexualité, souvent, oui. Ensuite, bon, il y a tout l'enjeu des violences sexuées, des violences sexo-spécifiques qui nous rappellent qu'il y a encore une construction, même si, bon, il y a un enjeu de la violence qui est beaucoup plus large, puis on le sait maintenant, les femmes peuvent être aussi violentes que les hommes, mais on le voit dans la façon de procéder de la violence, dans certaines caractéristiques des violences, qu'il y a encore des violences sexo-spécifiques. Je pense qu'une société plus égalitaire ou une société où la répartition des rapports de pouvoir s'opère d'une façon, comme je disais, autre que l'enjeu du genre, est possible. Il y aura toujours des rapports de pouvoir, ceci étant dit. La classe va toujours plus... C'est drôle parce que la classe, on parlait des grands tabous, là. Oui. Ça, c'est un des grands tabous de notre époque. Ça n'existe plus, les classes, là. Il y a plus... les rapports économiques, les rapports de pouvoir basés sur l'économie, c'est complètement inexistant, alors que c'est plus imprégné que jamais. Ça, je pense que ça va être un gros, gros enjeu, mais qui va se répartir. Ça, je crois, par exemple, qu'un jour ou l'autre, on va arriver vers une répartition où le genre va être un facteur moins prégnant dans la détermination de ces rapports-là, mais pas aujourd'hui. Il y a un domaine où il demeure une inégalité béante, c'est le domaine du plaisir. L'écart orgasmique. Les femmes hétérosexuelles sont celles qui sont les moins susceptibles d'avoir des orgasmes dans des rapports sexuels si on les compare aux femmes qui ont des rapports avec d'autres femmes ou si on les compare aux hommes qui aient des rapports avec des hommes ou des femmes. Il y a un déficit orgasmique chez les femmes hétérosexuelles qui est vraiment navrant. Oui. Non, mais entendons-nous. Mais oui, Comment on explique ça? Et comment on connaît comble l'existence cet du écart? clitoris, mais apparemment, on n'a pas envie de l'appliquer tant que ça, ce qu'on a appris. Mais c'est un chantier féministe d'importance. Absolument, absolument. Je veux dire, c'est fou qu'on a toutes les connaissances. En même temps, je dis ça peut-être que je suis un peu naïve, on n'a peut-être pas tous toutes les connaissances, mais juste le fait notamment qu'on se trompe sur le mot vulve, que souvent on parle de vulve, mais qu'on dit vagin, juste ça qu'on perçoit les organes génitaux féminins à travers le prisme des organes génitaux masculins. C'est comme, les femmes, leur sexualité se situe dans le vagin parce que c'est là que le pénis rentre. Oui, mais non, ça fait partie de la machine, mais il y a aussi toute la partie externe et on connaît souvent moins la partie externe puis son importance dans la sexualité féminine que la partie interne. C'est quand même fou. Oui. Mais ça, c'est prouvé encore et encore. L'écrasante majorité des femmes vont atteindre l'orgasme par une stimulation externe et non interne. Mais on sait ça quand même depuis quelques décennies. Oui. Comment faire pour combler cet écart-là? On agit sur qui? Qui on interpelle? C'est sur les hommes. Les hommes hétérosexuels, là, c'est sûr. C'est le seul moyen, je ne vois pas autrement. Puis souvent, tu sais, on veut agir sur les femmes, puis les petites filles, les adolescentes. Puis on dit, il faut que tu t'affirmes dans la sexualité. Oui, mais il faut aussi que les gars posent des questions, puis il faut aussi que les gars aient un intérêt, puis qu'ils ne prennent pas entièrement leurs informations de la pornographie. Parce que la pornographie, il ne faut pas l'oublier, c'est souvent fait avec leur plaisir à eux en tête, leur désir à eux en tête. Fait que c'est du rêve qu'on leur donne, mais ça s'applique pas dans les faits comme ça. Puis si tu t'attends à ce que ton partenaire réel agisse comme dans une vidéo porno, ça se peut que tu sois déçu ou ça se peut que la personne fake juste pour se plier à tes attentes, mais que finalement, elle ne ressentira pas de plaisir, puis il n'y aura pas d'apprentissage qui sera fait. Dans ce contexte-là, est-ce que l'éducation à la sexualité, pour vous, c'est un vecteur d'égalité entre les hommes et les femmes? Les cours d'éducation à la sexualité avaient disparu des écoles du Québec pendant des années. Ils ont fait un retour. En fait, c'est pas des cours, parce que c'est intégré aux autres matières, je crois, mais donc l'éducation à la sexualité a fait un retour en 2018. Il y a de la matière qui est dispensée du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Est-ce que c'est un vecteur d'égalité entre les hommes et les femmes? Moi, je pense que ça peut aider, évidemment, parce que l'éducation à la sexualité couvre un vaste spectre de sujets, mais c'est aussi tous les enjeux liés au consentement, à la compréhension, à l'ouverture aussi de la possibilité d'avoir des relations qui sont autres qu'hétérosexuelles. Puis ça, je pense que c'est très positif d'amener ça tôt dans la vie des enfants et des adolescents. Après, il faut voir les conditions dans lesquelles on a choisi d'implanter ça quand même, parce que la façon dont le retour de l'éducation à la sexualité à l'école se fait présentement, ça s'ajoute à la charge de professeurs déjà surchargés. Et puis, par ailleurs, faut-il souligner que ces professeurs sont en grande majorité des femmes. Là. Dans le réseau de l'éducation publique, on parle de 75 % à peu près qui sont des femmes.
femmes. Donc, c'est un fardeau qui, encore là, incombe à ces professionnels-là qui sont déjà assez surchargés. Donc, si ça peut être un vecteur d'égalité, oui, mais dans des conditions optimales. Et là, on est assez loin des conditions optimales. Mais de façon plus générale, je pense qu'il y a une responsabilité sociale d'avoir une conversation sur les relations intimes et les rapports de pouvoir qui peuvent se jouer dans l'intimité, qui s'étendent de la sexualité jusqu'au partage des revenus à l'intérieur d'un couple. Là, c'est très, très large. J'ai Tout ça est lié. Tout ça est très lié. Puis je pense que c'est quelque chose qui fait un retour parce que on a des conversations plus ouvertes sur les violences sexuelles, notamment. Donc là, on se rend compte que l'intimité, c'est politique, que c'est encore un lieu de danger pour beaucoup de femmes, là, il faut bien le dire, et particulièrement en contexte hétérosexuel. Puis ça, je crois pas que c'est juste le mandat de l'école, c'est le mandat d'une société au complet, à mon avis. Et quel travail d'éducation, de sensibilisation il faut faire en particulier auprès des garçons et des hommes? Vous l'avez évoqué brièvement, Lily, mais qu'est-ce qu'il faut déconstruire auprès des hommes pour que la sexualité soit égalitaire? Rachel Chagnon. Je pense que beaucoup d'études montrent que les garçons vivent encore dans un univers où on les amène à prendre pour acquis que c'est entre eux que ça se passe, que c'est eux qui sont les meilleurs, que c'est eux qui doivent prendre certaines décisions, être plus proactifs. Et ça, c'est pas seulement par rapport à la sexualité, c'est par rapport à un ensemble de choses. Je pense qu'on va s'aider, oui, avec des cours d'éducation où, entre autres, on parle de consentement, où on leur présente la sexualité pas seulement comme quelque chose qu'il faut en avoir peur, puis dont il faut un peu se méfier, puis il faut pas oublier de porter de la protection parce que tu peux tomber malade et tout ça, parce qu'il faut faire attention à des cours sur la sexualité qui seraient trop orientés sur les risques liés à la sexualité, mais il faut avoir une vision plus large. Puis je pense qu'il y a une étude qui m'avait fascinée où on avait demandé à des garçons, c'était dans une école aux États-Unis, c'était high school, c'était des étudiants finissants, puis on leur avait demandé d'identifier qui étaient les meilleurs étudiants de la classe en sciences. Puis on leur avait demandé de nommer les 5 meilleurs étudiants de la classe en sciences. Les filles avaient pas mal la liste des 5. La grande majorité des filles étaient capables d'identifier qui étaient les 5 meilleurs étudiants, pas nécessairement dans le bon ordre, mais elles avaient en gros la bonne liste. Les garçons en ont été incapables parce que les garçons, dans l'immense majorité, n'ont nommé que des garçons dans les 5 meilleurs, alors qu'il y avait 3 filles dans les 5 meilleurs. Et que la meilleure, c'était une meilleure. Aucun garçon l'avait identifié. Une grande portion de filles l'avaient identifié. Et ça, comment ça se reflète dans la chambre à coucher, ce genre de phénomène? C'est quand tu ne crois pas qu'une femme peut être ton égale, quand tu ne crois pas qu'une femme peut être aussi bonne qu'un homme, quand tu ne crois pas qu'une femme peut performer aussi bien qu'un homme, est-ce que tu es capable de la considérer comme un être humain de façon pleine et entière? Est-ce que ça reste quelqu'un qui est là pour être à ton service, quelqu'un qui t'est vaguement inférieur, quelqu'un qui est là pour tes répondre besoins, à tes désirs, répondre à toi. à tes besoins. Donc, comment on arrive à finaliser cette déconstruction-là? Puis il n'y a pas seulement l'école qui est en cause, les médias sont en cause, les représentations qu'on fait des hommes et des femmes dans la fiction, il y a des enjeux qui sont très vastes. La représentation médiatique des rapports sexuels, on pourrait faire 20 minutes là-dessus. Merci beaucoup. Aurélie Langto, vous devez nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première partie de discussion. On va regarder, on se quitte quelques instants, on regarde un nouvel extrait de la série documentaire animée par Rebecca de Raspe, 50 ans d'avancée des femmes de la commission Byrd à MeToo. On regarde. Est-ce que tu penses que le système judiciaire actuellement favorise la dénonciation? C'est mieux maintenant. C'est amélioré un peu, mais on a beaucoup de travail à faire. Moi, les dernières années, quand j'ai accompagné des victimes, j'ai vu un changement majeur dans l'attitude des personnes du corps de police qui recevaient les victimes. Donc, il y a des petits changements qui se font lentement, mais sûrement. C'est pas encore idéal. Alors, vous venez d'entendre Sue Montgomery, donc, qui était la co-créatrice du mot-clic « agression non dénoncée » qui s'était répandue comme une traînée de poudre dans la foulée de l'affaire Jian Ghomeshi. Vous avez aussi entendu Audrey Lemay, qui est sexologue et psychothérapeute. Elle nous parle du changement dans le traitement des causes d'agression sexuelle. Et bien sûr, on parle de ces changements-là dans le grand contexte du mouvement « Moi aussi », qui a éclaté en 2017. Qu'est-ce que vous constatez autour de vous comme changement depuis le mouvement Moi aussi? Que ce soit autour de vous, dans votre contexte personnel ou professionnel ou dans la société plus largement, est-ce que, d'après vous, le changement de culture est en marche? Mm-hmm. Oui?
Rachel Chagnon? Ben vous moi, dites oui? je travaille de façon assez proche des milieux judiciaires. Donc, je suis sur des projets de recherche où on a beaucoup de contacts avec les acteurs judiciaires. Puis ce que je constate, c'est une sensibilité à l'égard de la réalité de la victime qui m'apparaît nouvelle. Pas qu'avant, les avocates et les avocats n'étaient pas sensibles à ce qui arrivait aux victimes, mais je pense qu'ils ont maintenant une compréhension plus fine de la réalité de la victime. Ils ont un souci. Avant, ils pensaient qu'ils avaient compris. Ils avaient tendance à avoir une vision assez paternaliste de la victime, qui voyait comme quelqu'un qu'on doit prendre en charge, qu'on n'a pas à écouter tant parce qu'on le sait qu'elle va pas bien, puis on le sait qu'elle est mal et tout et tout. Alors que maintenant, il y a vraiment un souci de mieux l'écouter, de mieux lui donner la possibilité de se reprendre en main, de faire entendre sa voix, puis une meilleure compréhension de l'importance que ça a pour les victimes d'être entendues, de reprendre un certain contrôle sur leur vie. Je pense qu'à ce niveau-là, les acteurs, les actrices judiciaires saisissent mieux qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans. Mais c'est carrément une révolution, là, ce que vous décrivez. Ben, disons que c'est une évolution profonde. Révolution dans les milieux juridiques, c'est un bien grand mot, mais je pense qu'on peut parler vraiment d'une évolution profonde à ce niveau-là. Ouais. Chloé, qu'est-ce que vous avez constaté autour de vous? Moi, je suis désolée d'être encore un peu pessimiste. Je pense qu'il y a eu une levée par rapport au silence. Je pense que maintenant, je suis plus consciente qu'il y a autant de mes meilleures amies qui se sont faites violer. mais non, c'est ça, c'est que j'arrive pas à m'enthousiasmer. En fait, je me demande si du côté des perpétuateurs, si du côté des violeurs, on viole moins. Parce que oui, maintenant, on se rend compte qu'il y a plus de victimes. Peut-être qu'ils en parlent plus aisément dans des soupers. Moi, j'ai des soupers où, comme tout le monde raconte son viol, tu sais, je veux dire, ça, je pense pas que ça se serait passé avant MeToo. Fait que oui, on en parle, tant mieux, il y a une solidarité qui s'est créée. Par contre, est-ce qu'il y a moins de viols? Est-ce qu'on les défend mieux? Est-ce qu'on porte vraiment, réellement plus plainte? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une perte de confiance ou un manque de confiance envers les systèmes judiciaires qui persistent. Il y avait eu, enfin, dans les mois qui ont suivi vraiment l'éclatement de moi aussi, la police avait rapporté une hausse du nombre de plaintes. Donc, il semble qu'il y avait eu au moins un effet momentané à cette époque-là. Lily, vous, qu'est-ce que vous vous situez du côté pessimiste ou optimiste du continuum? Optimiste, j'ai l'impression. Moi, je crois que la honte a effectivement changé de camp, que c'est moins les victimes d'agressions sexuelles, puis que c'est plus les agresseurs qu'on shame publiquement, ce qui est une bonne chose, qui aurait dû être le cas de tout temps, mais j'ai l'impression que historiquement, comme la majorité des agresseurs sont des hommes et la majorité des victimes sont des femmes, souvent on avait un peu le réflexe d'excuser ce qui s'était passé parce qu'on considérait le désir masculin comme étant incontrôlable. Donc, c'était aux femmes à apprendre à ne pas se faire violer, à ne pas se faire violer et non aux hommes à apprendre à ne pas violer. Et c'est plate à dire, mais pour ne pas violer quelqu'un, il faut avoir peur de violer quelqu'un. Ça fait partie de... Dans le sens, il faut qu'on sache qu'on s'expose à des conséquences. Exactement. Il faut qu'on veuille s'assurer que la personne est consentante. C'est quelque chose d'actif. C'est pas passif. C'est pas juste « Ah, je te désire, donc je fais ce que je veux avec toi. » C'est « Je te désire. Est-ce que toi aussi, est-ce que tu as le goût qu'on explore ça ou pas? » Donc, il faut avoir cette part-là. Donc, c'est bon, en quelque sorte, qu'il y a eu cet effet de choc-là. Et là, beaucoup de gens disent « Ah, c'est rendu qu'on peut plus cruiser, c'est rendu qu'on peut plus comme, avoir de sexualité sans faire signer un contrat. » Non, mais c'est bon de se dire comme « Oh boy, OK, je peux plus agir comme avant, je peux plus juste prendre mes désirs pour des réalités. Il faut que je m'informe de l'état de l'autre personne devant moi. » Vous parlez du consentement comme d'un processus actif. Et ce qui me frappe, c'est que si on lit le code criminel, là, la définition du consentement est relativement claire. C'est-à-dire que le consentement, oui, il faut s'en assurer de façon active. C'est pas quelque chose qu'on doit tenir. Autrement dit, dans la loi, le consentement est bien défini. Est-ce que dans ce cas-ci, la société est en retard sur le droit? C'est parce que le problème qu'on a, ça sur quoi il va peut-être falloir qu'on réfléchisse, c'est que le droit criminel, c'est pas la vraie vie. Il y a la définition du consentement telle qu'elle existe dans le droit criminel, qui est une définition, le consentement doit être actif, maintenu, il peut être retiré à tout moment, une personne inconsciente ne peut pas consentir. Ça, c'est déjà dans la loi. C'est déjà dans la loi. Ceci dit, lorsqu'on est dans un processus de criminalisation, lorsqu'on est dans un procès où là se pose la question du consentement, il y a un procureur qui doit démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'il n'y a pas eu de consentement. La définition est peut-être extrêmement claire. Ça ne veut pas dire qu'appliquée à la situation dans laquelle on est, on va arriver à rencontrer le standard du au-delà de tout doute raisonnable.
Heureusement, les choses évoluent. Malheureusement, en ce qui me concerne, il y a encore des choses à faire. Puis si on revient sur le côté plus pessimiste des choses, ce qu'on remarque, c'est que les cas où on voit des avancées par rapport aux victimes, là, je vais faire ma pessimiste, les victimes pour qui ça se passe bien en ce moment, puis les victimes qu'on a vues triompher de leurs agresseurs, ce sont des jeunes femmes blanches qui viennent de milieux socio-économiques quand même relativement corrects, celles qui ont pu s'exprimer dans les médias avec efficacité, celles qu'on a écoutées avec compassion. Elles ont toutes en commun d'être des jeunes femmes blanches. En France, c'est la jeune actrice extraordinaire qui joue d'ailleurs dans Adèle Haenel. Oui, il faut aller voir La jeune femme en feu, c'est un film magnifique. Mais elle est magnifique, elle est blanche, c'est une célébrité. Et là, elle a parlé de l'agression dont elle a été victime. Tout le monde a eu de la compassion pour elle. Mais on se rappelle l'affaire DSK il y a plusieurs années. C'était une femme de chambre noire qui l'avait accusée. Elle n'a pas eu le droit à la même compassion, même si on était près, moi aussi, quand même. Il y en a quand même un, Jean-François Kahn, pour ne pas le nommer, qui était outré qu'on en fasse autant pour du troussage de domestiques. Oui, on se souvient de cette expression charmante. Oui. En vertu d'un projet de loi qui vient d'être déposé à la Chambre des communes, les nouveaux juges vont devoir suivre une formation obligatoire en matière d'agression sexuelle. Est-ce que ça... C'était nécessaire, à votre avis? Est-ce qu'on devrait étendre ce genre de formation-là à d'autres professionnels? Moi, je pense qu'il y avait d'autres professionnels qui en avaient besoin avant même les juges des cours supérieures, parce que c'est pas eux qui entendent le plus grand nombre de dossiers. Je pense que les corps policiers, ils devraient avoir des formations beaucoup plus systématiques. Les avocats, particulièrement les avocats de la défense, devraient avoir des formations beaucoup plus systématiques. Oui. Les avocats de la défense, on l'a vu dans le procès Salvaille récemment. Là. Bon, l'avocat qui a été choisi par Salvaille pour le représenter, on comprend que c'est pas la jeunesse avant-gardiste du barreau québécois. Là. Mais ceci étant dit, il fait un excellent travail, c'est un excellent avocat. Mais dans tous les trucs, là, mais vraiment le vieux sac de trucs où tu parles des craques au plafond au moment de l'agression sexuelle, puis tout ce genre de choses dont on sait aujourd'hui que finalement, ça n'a aucun lien, que c'est la mémoire photographique, elle n'existe pas quand on est en situation de traumatisme. Mais lui, il fait sa job, il défend son client. Je pense il dépasse les bornes. Il y a des enjeux. Les avocats de la défense sont aussi des officiers de justice. Je pense qu'ils ont des responsabilités éthiques. Puis ça serait peut-être pas mauvais qu'on leur rappelle ça de temps en temps. C'est vrai qu'ils doivent bien faire leur travail, puis ils doivent soulever un doute raisonnable. Mais en même temps, quand on ramène des stéréotypes, des choses fausses, quand on met l'accent sur des données dont on sait qu'elles ne sont pas pertinentes, en même temps, il y a un juge qui admet que ça se passe dans sa salle de cours. À l'étude, en ce moment, à l'Assemblée nationale, il y a un projet de tribunal spécialisé en crimes sexuels. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Je pense que oui. Oui, absolument. C'est très bon. Par contre, il faut aussi prendre acte du fait que la justice ne va pas juste passer... En fait, la justice ne va pas juste passer par la justice, là, mais dans le sens que le plus grand drame avec les agressions sexuelles, c'est qu'elles sont commises. C'est pas juste que les agresseurs ne paient pas les conséquences, c'est que avant ça, il faut qu'il y ait pas d'agression sexuelle, il ne faut pas qu'il y ait de victimes. Donc, ce travail-là passe pas par les tribunaux, ça, j'y crois pas. Le travail se fait en amont par la transformation de la culture. C'est sûr que ça peut être une solution. Quelqu'un qui a été agressé, évidemment, tu peux peut-être fermer le dossier dans ta tête en allant en cours. Et ça, c'est très bon qu'on ait cette option-là. Oui, malheureusement, ce qu'on sait, c'est que souvent, ça accentue le traumatisme de passer par le système de la justice. Donc, il faut aussi pas trop mettre de pression sur les victimes en leur disant dénonce, 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 parce qu'on ne sait pas toujours à quel point ça peut aggraver son Mais vous avez raison de le dire. On veut, oui, traduire en justice les agresseurs. On veut surtout éradiquer ces violences-là. Est-ce que vous avez espoir qu'un jour, ça se puisse? C'est drôle, tout à l'heure, on parlait de l'école, puis j'aimerais tellement que ça dépasse justement les systèmes éducatifs, les systèmes judiciaires. J'aimerais qu'il y ait vraiment quelque chose du point de vue de l'empathie qui se passe. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de l'empathie des hommes envers les femmes, des femmes envers elles-mêmes qu'on doit travailler. Puis ça, j'ai été pessimiste tout le long. Puis ça, c'est... Des femmes envers elles-mêmes? Ben oui, je pense que souvent, les femmes n'ont pas beaucoup d'empathie. Je veux dire, j'ai été violée, j'étais trop saoule, je prenais des médicaments. Genre, c'est aussi c'est des manières de ne pas donner la gravité, en fait, à l'événement qu'ils ont subi, qui est horrible, qui est sans nom, qui est pour toujours. T'sais. Donc, je pense qu'on doit avoir plus d'empathie envers nous-mêmes, puis que c'est ça, voilà. Dans la foulée du mouvement Moi aussi,
on a aussi commencé à avoir une discussion sur des rapports sexuels qui ne sont pas des agressions, mais qui sont des rapports sexuels très poches, désagréables, où l'homme a pas écouté les signaux de sa partenaire. Donc, il n'est pas dans la zone criminelle, il est dans la zone poche. Puis on a commencé à avoir cette discussion-là et à se demander, bien, est-ce que ça aussi, c'est une zone, cette espèce de zone grise entre le non-consentement et le manque d'écoute? Est-ce que c'est une zone à laquelle il faut s'intéresser également? Est-ce que ça fait partie d'un tout ça? Oui, moi je pense que c'est la zone du harcèlement sexuel que c'est ça, c'est pas une agression littéralement qui a été commise, mais clairement il y a une pression de la part de quelqu'un qui veut plus que ce que l'autre est prêt à lui demander. Je pense que ça concerne l'empathie. Puis moi, je mets ça sous le grand chapeau de l'objectification parce que c'est ça, c'est un processus de déshumanisation, l'objectification. C'est de dire la personne devant moi, parce que je la désire, je peux m'autoriser des choses par rapport à elle. Parce que je la désire, ça la déshumanise un peu. Parce que je la désire, elle est là pour me servir. Et ça, c'est de l'objectification. Puis il faut subjectifier les femmes, donc. Et ça... Ça passe en faire des sujets. Par sortir les femmes justement de leur corps, de leur apparence physique, par écouter la voix des femmes, par donner plus de pouvoir aux femmes, plus de tribunes aux femmes. C'est tout ça. Et beaucoup, ça passe aussi par les adolescentes, mais en respectant les adolescentes, parce que c'est fou à quel point on ne les respecte pas, à quel point souvent on les prépare à l'objectification, puis à quel point... Qu'est-ce que vous voulez dire? Souvent, on veut que les jeunes filles soient très pures et on oublie que les jeunes filles ne sont pas pures. Les jeunes filles ont des désirs sexuels et il faut arrêter de leur mettre de la pression par rapport à l'apprentissage de la séduction, l'apprentissage de comment éveiller le désir des hommes, des autres, et même juste d'être belle, juste cette pression-là pour être belle. Donc, il faut que les femmes soient dans leur corps et non dans le regard des gens qui regardent leur corps. Vous parlez de prise de pouvoir, puis c'est intéressant, je voudrais vous amener sur un sujet qui fait controverse à intervalles réguliers, c'est-à-dire quand on se met à discuter de ce que les femmes peuvent faire pour apprendre à se défendre, mieux savoir dire non, mieux établir leurs limites. On craint toujours de rendre les victimes responsables des crimes qu'elles ont subis. Est-ce qu'il y a moyen de parler aux filles et aux femmes pour leur enseigner à mieux se défendre, s'exprimer, établir leurs limites, sans pour autant les tenir responsables de ces violences-là? Il faut, parce que un des grands problèmes, pour revenir à la zone grise, là, un des grands problèmes de la zone grise, c'est, puis on entend cette histoire-là, la jeune femme qui n'a pas été capable de dire non, qui a eu de la difficulté même à envoyer des signaux parce qu'elle ne voulait pas mal paraître, elle ne voulait pas avoir l'air méchante. Ça revient beaucoup. Hein? Je ne voulais pas lui faire de peine, je ne voulais pas être méchante, parce qu'il y a toute cette idée-là que être l'objet d'un rapport de séduction, c'est en soi une récompense, c'est en soi quelque chose qui nous permet de nous faire valoir et que de refuser cet hommage-là ou de refuser de recevoir ce désir-là, en quelque part, il y a quelque chose de culpabilisant là-dedans. Et c'est certain qu'on ne veut pas toujours dire, c'est aux filles à dire non, c'est aux filles à s'affirmer. Mais on ne pourra pas faire l'économie de tout ça sans renverser aussi cette proposition-là. Puis je pense que cette idée-là que les femmes doivent apprendre à prendre leur place, c'est pour la sexualité, mais ça va rejoindre tous les autres aspects. C'est dans le discours, c'est au travail, c'est dans les relations amicales, c'est dans les réunions, c'est partout. Si une femme n'est pas capable de prendre sa place dans une réunion, c'est sûr qu'on peut se demander si ça va être capable de prendre sa place ailleurs, dans des endroits où... Si c'est difficile dans des endroits où il y a peu de conséquences négatives possibles d'oser s'affirmer, comment est-ce qu'on va réussir à s'affirmer dans des circonstances où on ressent que les conséquences négatives vont être plus grandes? C'est toujours ce dosage extrêmement délicat entre ce qu'on demande aux femmes de faire elles-mêmes puis ce qu'on demande à la société de faire pour changer les contextes qui ont fait en sorte qu'elles ont du mal à s'affirmer, à dire non et à prendre leur place. Mesdames, je vous remercie beaucoup pour cette discussion riche et enrichissante. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Je vous invite à regarder les 2 autres épisodes de Féministes à table sur la parole et l'engagement et sur le pouvoir et le travail avec d'autres invités passionnantes. Lily Boisvert, Rachel Chagnon, Chloé Savoie-Bernard, ça a été un plaisir de discuter avec vous et on se retrouve bientôt. À la prochaine.